Voilà, donc on l'a vu, les systèmes d'expansion vertébrale, de vertébroplastie avec expansion vertébrale sont extrêmement utilisés. Ça fait vraiment partie de la pratique quotidienne, courante de tous les centres maintenant qui pratiquent la chirurgie du rachis. Et on s'est posé un petit peu la question des perspectives d'avenir de ces techniques. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains mois ou les prochaines années sur les avancées qui pourraient se faire dans ce domaine? On en a parlé à plusieurs reprises au cours de cette SFCR. On a de plus en plus de place donnée à la navigation avec de plus en plus de centres maintenant dotés de systèmes d'imagerie péropératoire qui permettent de pouvoir réaliser cette navigation. Et des études sortent et retrouvent une nette des bénéfices en tout cas à l'utilisation de cette navigation dans ces techniques percutanées d'expansion vertébrale, possiblement également associé à l'ostéosynthèse postérieure. Ça va être des bénéfices qui vont être en termes d'irradiation, notamment d'irradiation pour le patient, mais aussi d'irradiation pour le chirurgien, pour l'équipe chirurgicale d'une façon générale, sans pour autant qu'il n'y ait de franche augmentation significative sur les durées opératoires réalisées. Cette navigation va également pouvoir permettre d'améliorer le positionnement des différents dispositifs implantables qui vont ensuite pouvoir permettre la réexpansion vertébrale. Et cette optimisation du positionnement des dispositifs va permettre, dans certaines études, de montrer qu'on a une meilleure correction, une meilleure réexpansion vertébrale et aussi un risque de fuite qui devient moins important. La navigation, c'est aussi peut-être élargir l'éventail des indications possibles qu'on va se permettre de réaliser par ces techniques percutanées, puisqu'effectivement, il y a certains sites qui, jusqu'à présent, lorsqu'on était sous fluoroscopie simple, étaient très compliqués d'accès, avec une visibilité à la fluoroscopie qui était mauvaise. On pense notamment au rachis cervical et aussi au rachis thoracique haut, où la superposition en fluoroscopie des épaules, des côtes et l'anatomie parfois de certains patients faisait que c'était absolument impossible ou très difficile en tout cas de pouvoir réaliser de façon sécurisée une procédure percutanée de cimentoplastie au niveau de ces vertèbres thoraciques hautes. Grâce à l'imagerie en coupe et à la navigation, ces sites deviennent maintenant accessibles à ces procédures d'expansion vertébrale. Quelle place du robot chirurgical? On l'a vu au cours du congrès, c'est pour le coup beaucoup moins répandu que la navigation, avec très peu de centres qui sont dotés d'un robot qu'ils utilisent pour la chirurgie du rachis. Néanmoins, l'équipe de Michel Lefranc au CHU d'Amiens, qui a parlé hier, a déjà commencé à sortir des séries de patients traités pour des fractures traumatiques pour lesquelles ils ont utilisé le robot chirurgical. Et cette fois encore, on retrouve une diminution de l'irradiation pour le patient, pour le chirurgien, et une optimisation de la position de leur implant et donc de la correction de la hauteur vertébrale. On retrouve par contre cette fois, lorsque le robot chirurgical est utilisé, une augmentation de la durée de la procédure. Et puis, on s'est posé la question de l'avenir de ces ciments que l'on injecte. On vient d'en parler à l'instant. Le gold standard jusqu'à présent était l'utilisation du polyméthylmétacrylate, PMMA, qui est largement utilisé pour toutes les procédures réalisées et surtout dans les fractures traumatiques, comme c'était le sujet de cette table ronde aujourd'hui. Néanmoins, de nouveaux composites sortent avec des nouveaux ciments composites, comme là le bisphénol A glycidyl diméthacrylate, plus facilement et aisément appelé Cortos, puisqu'il est commercialisé par la société Stryker, qui sont des ciments qui ont été élaborés de façon composite, justement pour essayer de pallier un peu aux inconvénients qui étaient retrouvés dans le PMMA, à savoir une viscosité qui va être meilleure avec ce nouveau ciment, et puis en ayant un ciment qui va diffuser de façon plus aisée au niveau du corps vertébral et donc permettre de diminuer un petit peu les quantités de ciment qui vont être injectées au sein de ce corps vertébral. Il a aussi l'avantage de faire une réaction exothermique moins importante que le PMMA et donc de diminuer un petit peu le risque de complications en cas de fuite, de neurotoxicité par la réaction exothermique.
Néanmoins, les études qui sont sorties dans la littérature dans lesquelles on utilise ce nouveau ciment sont plutôt des études qui ont été réalisées chez les patients avec des atteintes vraiment ostéoporotiques. Je n'ai pas retrouvé d'utilisation dans les fractures traumatiques. Ils le font, en tout cas pour le moment, plutôt dans les fractures ostéoporotiques, puisque c'est vrai que du coup, le fait d'injecter moins de ciment au sein du corps vertébral, ça avait un intérêt fort pour essayer de limiter au maximum la modification des contraintes biomécaniques de la vertèbre cimentée et donc de diminuer le potentiel risque de fracture vertébrale des vertèbres adjacentes chez les patients porotiques. Et puis, encore plus récemment, on commençait à sortir des nanocomposites à base de phosphate de calcium, qui sont des éléments qui vont être, eux, biodégradables. Et là, on est vraiment dans le futur, puisque ce sont des études qui concernent uniquement, en tout cas dans cette étude qui a été publiée dans le Spine Journal, uniquement une étude qui est pour le moment faite in vitro sur des vertèbres de moutons, avec là encore une analyse un petit peu de la diffusion dans l'os spongieux qui semble meilleure que sur le PMMA, puisque c'était comparé au PMMA dans cette étude. Et donc, qui dit moins de ciment dans la vertèbre, dit encore une fois possiblement moins de modifications biomécaniques de la vertèbre et moins de conséquences sur les vertèbres adjacentes. Encore une fois, c'est étudié sur des vertèbres de moutons qu'ils ont volontairement rendues équivalentes à de l'ostéoporose. Donc on est encore une fois un petit peu à côté du débat d'aujourd'hui sur les fractures traumatiques. Néanmoins, nos traumatisés d'aujourd'hui seront nos ostéoporotiques de demain. Et il faut peut-être commencer déjà à se poser la question.